Un RIP pour ADP. Mardi, des députés issus des rangs de droite et de gauche ont annoncé avoir réuni le nombre de parlementaires requis pour lancer une proposition de référendum d'initiative partagée pour contrer la privatisation des aéroports de Paris. Coup de com' ou coup de maître? Réponse dans cette édition. C'était un peu la marche de la honte pour le Premier ministre britannique. Mardi, après un passage à Berlin, Theresa May a rencontré Emmanuel Macron pour supplier un nouveau report du Brexit, une éventualité qui devra être accompagnée de garanties alors même que les lords ne parviennent à se mettre d'accord sur rien. Les troupes du maréchal Haftar aux portes de Tripoli, alors que la Libye s'enfonce encore un peu plus dans la crise, l'ONU va réunir son conseil de sécurité. Madame, Monsieur, bonsoir. L'opposition fait bloc contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Plusieurs parlementaires, notamment des socialistes, des communistes et des républicains, ont annoncé mardi avoir réuni les signatures nécessaires pour organiser un référendum d'initiative partagée. Une action inédite sous la Ve République. Thibaut Bastide. Un RIP pour ADP. Mardi, la quasi-totalité des groupes d'opposition du Parlement se sont réunis pour annoncer le lancement d'une procédure d'organisation d'un référendum d'initiative partagée, le RIP, afin d'empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris, mesure centrale de la loi Pacte. Alors que l'État espère vendre ses parts d'ici à la fin de l'année, un groupe de 218 députés et sénateurs socialistes, communistes et des républicains se sont unis pour enclencher ce processus méconnu. Le référendum d'initiative partagée a été instauré lors de la révision parlementaire de 2008, mais la loi organique qui permet son application n'est entrée en vigueur qu'en 2015. Par le passé, le Parti socialiste avait déjà cherché à recourir au RIP pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, mais sans succès car les conditions pour l'appliquer sont pour le moins complexes. En effet, au moins 185 signatures, soit 1/5 des parlementaires, doivent présenter une proposition de loi référendaire. Elle doit ensuite être validée par le Conseil constitutionnel et signée par 10% du corps électoral, soit 4,5 millions de citoyens. Une fois toutes ces étapes franchies, et si le Parlement n'a pas examiné de texte sur le même sujet dans les 6 mois, le président de la République doit convoquer un référendum sur la proposition de loi. Un véritable parcours du combattant. Ainsi, le RIP apparaît comme l'ultime recours de l'opposition alors que la privatisation d'Aéroports de Paris est contestée par des élus de tous bords. Ces derniers accusent le gouvernement d'abandonner une poule aux œufs d'or et dénoncent un non-sens économique et stratégique alors que l'entreprise a généré 175 millions d'euros de dividendes à l'État en 2018. Pour appuyer leurs propos, les élus d'opposition ont d'ailleurs fait le parallèle avec la privatisation des autoroutes qui a entraîné un manque à gagner pour l'État, une hausse des tarifs pour les usagers et en prime une qualité de service revue à la baisse. D'ailleurs, le pont entre la privatisation des autoroutes et celle des aéroports est tout trouvé, Vinci. En effet, l'entreprise a fait partie des groupes ayant acquis l'exploitation d'autoroutes et ne cache pas son intérêt pour ADP, dont elle détient déjà 8% du groupe. La France insoumise a d'ailleurs dénoncé l'annonce d'un nouveau cadeau aux copains. Au-delà de ce constat, des groupes étrangers sont également intéressés par l'acquisition d'ADP, faisant craindre la perte de souveraineté pour gérer les enjeux liés à un aéroport international et donc au contrôle des frontières, comme nous l'explique Laurent Izard, auteur de La France vendue à la découpe. Alors, ce qui est certain, c'est que effectivement, ADP, c'est notre première frontière en réalité, et donc il y a un intérêt qui est de nature stratégique, à la fois en termes de sécurité, mais également en termes économiques. Alors là encore, le gouvernement s'est engagé et a dit qu'il y aurait des garanties sur ce sujet, mais là encore, il est possible qu'à terme, effectivement, en cas de privatisation, eh bien, ADP finalement tombe dans l'escarcelle d'investisseurs étrangers. Et si cela arrive, finalement, personne ne pourra réellement garantir que nos intérêts économiques et nos intérêts en termes de sécurité seront réellement protégés. Pourtant, le ministre de l'économie Bruno Le Maire y voit l'occasion de faire d'ADP un leader mondial en finançant les innovations futures, tout en prétendant désendetter l'État. Une vision court-termiste qui n'a visiblement pas été éclairée par le précédent de Toulouse. En effet, en avril 2015, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, l'État avait vendu 49,99% du capital de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse à Casil Europe, une holding française créée par un groupe détaché
chinois et un fonds d'investissement hongkongais. L'opération de privatisation a rapidement tourné au fiasco. La Cour des comptes l'avait d'ailleurs qualifié d'échec à ne pas reproduire. Comme toujours, les sages auront prêché dans le désert. Theresa May à genoux pour le Brexit. Mardi, le Premier ministre britannique a rendu visite à Angela Merkel puis à Emmanuel Macron pour réclamer un nouveau report de la date du Brexit. Une nouvelle date qui pourrait contraindre les Britanniques à organiser les élections européennes. Theresa May implore un nouveau record alors que les députés britanniques ne sont pas parvenus à s'entendre sur les termes d'un Brexit. Le Premier ministre quémande l'indulgence européenne pour obtenir un nouveau report de la date. Initialement prévu le 29 mars dernier, puis le 12 avril, la sortie de l'UE pour les Britanniques pourrait finalement être repoussée au début de l'année 2020. Malgré la dureté des dirigeants européens et leur volonté de clore le dossier rapidement, la crainte d'une sortie sans accord semble inquiéter davantage. Dans ce cadre, les rencontres de Theresa May avec Angela Merkel puis Emmanuel Macron n'avaient pour vocation que de mettre un nouveau coup de pression à la Grande-Bretagne avant le sommet européen de ce mercredi soir. D'un côté, la chancelière allemande s'est montrée bonne patte pour accepter le principe d'un report de quelques mois. De l'autre, le président français jouait le rôle du méchant flic en insistant sur le besoin de garanties pour accepter un tel report. Face à cela, Theresa May fait preuve d'une persévérante humilité. Pour Florian Philippot, le président des Patriotes qui milite pour le Brexit, la situation du Premier ministre britannique n'a rien d'étonnant. Elle n'a pas fait campagne pour le Brexit. Or, elle est en charge d'appliquer le Brexit. C'est un peu comme si en France, vous aviez Laurent Wauquiez qui devait appliquer un Frexit contre lequel il aurait milité auparavant. Donc, évidemment, ça ne rend pas les choses faciles. Je pense qu'elle devrait faire les choses de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire respecter la volonté des urnes exprimée démocratiquement lors d'un référendum au Royaume-Uni et donc organiser maintenant le départ de son pays. Il n'y a aucune honte à avoir vis-à-vis d'Angela Merkel ou d'autres. Au contraire, je pense que le peuple britannique peut être fier de lui puisque c'est le premier qui va se libérer des chaînes de l'Union européenne. Mais ces fameuses chaînes européennes sont visiblement dures à tordre et beaucoup s'inquiètent d'une perspective d'un no deal en prévoyant le pire. L'Union européenne diabolise depuis le début le Brexit, avant même le vote, puisque souvenez-vous de la campagne référendaire. Déjà en France, on nous expliquait que ça allait être la catastrophe, que le chômage allait exploser, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé, au contraire. Mais il est diabolisé depuis le départ pour faire un exemple. Parce qu'en fait, l'Union européenne a peur qu'il y ait un phénomène de contagion positive dans d'autres pays, par exemple la France. Et donc, il faut essayer de faire croire que c'est l'apocalypse, que c'est catastrophique. Bon, et aujourd'hui, puisqu'ils voient qu'un no deal se profile, il faut diaboliser le no deal, c'est tout. En fait, à chaque fois, les médias s'adaptent à la réalité et essaient de la diaboliser. Mais bon, les faits sont têtus et les faits donnent raison aux Britanniques qui, eux, vont pouvoir se défaire d'une entité, l'Union européenne, qui est vraiment contraire aux intérêts des peuples. Certains commentateurs ont également estimé qu'une sortie sans accord pourrait porter préjudice à la France, qui laisserait encore davantage de place à l'Allemagne au sein de l'UE. Pour Florian Philippot, cet argument ne tient pas. Il y a hégémonie allemande si les dirigeants français l'acceptent, c'est tout. Vous savez, quand les dirigeants français écrivent noir sur blanc dans un traité qu'ils vont tout faire pour que l'Allemagne bénéficie d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, rien ne les oblige à faire ça. Il n'y a pas de contrepartie. D'ailleurs, l'Allemagne ne s'est engagée à rien pour la France. Quand les gouvernements français décident que, demain, il n'y aurait plus de Charles Leclerc indépendant fabriqué par la France, il n'y aurait plus d'avions Rafale fabriqués par la France, mais qu'il y aurait forcément des coopérations franco-allemandes, aussi bien pour les chars que pour les avions de combat, rien ne les oblige à faire ça. On y voit bien l'intérêt de l'Allemagne, mais on ne voit pas bien l'intérêt de la France. Donc en réalité, il y a hégémonie allemande que si on l'accepte. Et c'est vrai que l'Union européenne aujourd'hui est construite pour favoriser l'hégémonie allemande, ne serait-ce que par l'existence même de la monnaie unique, qui est en fait, l'euro, c'est en fait un grand marque. Donc soit on accepte ça et on se couche en permanence, soit comme nous le disons aux patriotes, on n'accepte pas ça et on en sort. Quoi qu'il en soit, parmi les acteurs européens, personne ne semble vouloir accepter la perspective d'un no deal qui pourrait intervenir au plus tôt vendredi. Même le président du Conseil européen, Donald Tusk, a infléchi son discours mardi en publiant une lettre à l'intention des 27 pays, plaidant pour un report d'1 an au maximum. Dans ce cas, les Anglais seraient contraints de participer aux élections européennes de mai prochain, une idée qui ne réjouissait pas particulièrement Theresa May, d'autant que les eurodéputés britanniques auraient alors un mandat éphémère.
Les négociations avec l'UE de ce mercredi soir devraient donc aboutir à un nouveau report du Brexit, un saut dans le temps qui n'apportera pas pour autant de nouveaux points de consensus pour conclure un accord. L'armée du maréchal Haftar aux portes de Tripoli, la Libye, en proie à des luttes intestines depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, voit deux principaux clans s'opposer, celui du gouvernement de Tripoli et celui du maréchal Haftar. Alors que des combats ont lieu aux abords de la capitale, l'ONU a décidé de réunir son conseil de sécurité. Olivier Frère-Jacques. Des combats dans le sud de Tripoli, un gouvernement officiel qui semble mal en point et un maréchal qui se verrait bien en maître du pays. La capitale libyenne pourrait tomber dans les mains du maréchal Haftar. Ce dernier a lancé une offensive sur la capitale il y a quelques jours avec ses troupes, l'armée nationale libyenne. La cible, le gouvernement reconnu par l'ONU et à la tête duquel on retrouve le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Cantonné jusqu'à présent à la domination de la Cyrénaïque, région située à l'est du pays, Haftar entend récupérer la partie de la Tripolitaine qui lui échappe au nord-ouest du territoire. Pour cela, outre son armée, il bénéficie du soutien du Parlement de Tobrouk, instance qui siège dans l'est du pays depuis 2014. L'armée de libération nationale du maréchal Haftar a trouvé sur son chemin les milices qui soutiennent le Premier ministre. Côté population, une partie des Tripolitains soutiendrait le maréchal dans le but de retrouver un territoire uni et mettre fin au chaos. Fort de son succès militaire à Benghazi face à des forces islamistes parmi lesquelles Daesh, le maréchal Haftar contrôle depuis 2018 tout le croissant pétrolier et a su négocier des alliances avec des tribus. Il contrôle également la quasi-intégralité de la frontière avec l'Algérie ainsi qu'une partie de la frontière tunisienne. La situation en Libye est complexe et la personnalité du maréchal Khalifa Haftar, 75 ans, laisse place à de nombreuses interrogations. En effet, celui qui entend reprendre en main le pays est doté d'une santé fragile. Il a longtemps été proche des États-Unis et s'appuie aujourd'hui sur d'autres soutiens, parmi lesquels l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, alors que la Turquie et le Qatar se sont rangés derrière le gouvernement de Tripoli. Washington semble avoir changé son fusil d'épaule puisque le chef de la diplomatie états-unienne, Mike Pompeo, a déclaré l'opposition de son pays à l'offensive en cours, appelant à l'arrêt immédiat des combats. En outre, les forces américaines présentes sur place se sont retirées, au moins provisoirement. Même son de cloche du côté de la diplomatie européenne par l'intermédiaire de l'italienne Federica Mogherini. The first to suffer from a military escalation are obviously the Libyans, and this is why I make a very strong appeal to the Libyan leaders, and in particular to Haftar, to stop military activities in this moment and to return to the negotiating table under UN auspices. Le maréchal Haftar bénéficie en revanche d'un relatif soutien de la Russie, même si Moscou entend ménager les deux camps, avec peut-être comme arrière-pensée de jouer un rôle de conciliateur qui lui permettrait d'asseoir un peu plus sa place dans le jeu diplomatique au Proche-Orient. Les forces qui semblent s'opposer sur le dossier libyen donnent lieu à d'étonnantes oppositions. Ainsi, on retrouve la Turquie, le Qatar et les États-Unis dans l'opposition au maréchal, tandis que l'Arabie Saoudite, grand allié de Washington dans la région, le soutient, tout comme les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. Les liens privilégiés entre l'Arabie Saoudite et le maréchal Haftar seraient en partie liés à des intérêts communs entretenus avec le militaire et des salafistes libyens proches de Riyad, étrange alliance alors même qu'Haftar lutte contre des factions islamistes, mais qui rappelle que le conflit libyen est aussi avant tout une affaire tribale qui ne peut pas se résumer à une simple opposition de type religieuse. De son côté, la France, qui a un temps plus penché du côté du maréchal, qu'elle a soutenu pour la prise de Benghazi, semble aujourd'hui bien embarrassée. En juillet 2017, Paris avait d'ailleurs organisé une rencontre entre Haftar et Sarraj, le chef du gouvernement officiel, pour tenter d'amorcer un processus de réconciliation. La position française demeure assez floue aujourd'hui, puisque l'ambassadeur de France à Tripoli a affirmé cette semaine que le pays soutient le gouvernement d'union nationale et d'ajouter que la France n'était pas informée de l'opération militaire du maréchal sur la capitale. Difficile pour la France de se positionner, d'autant plus que son rôle dans le chaos libyen est évident. Le président du Parlement européen, l'Italien Antonio Tajani, a ainsi déclaré le 6 février dernier que Nicolas Sarkozy était l'un des principaux protagonistes de la chasse à Mouammar Kadhafi et de son meurtre avec les Américains et les Britanniques. Dans un pays en proie au chaos depuis 2011, la perspective du retour d'un pouvoir central fort pourrait en tout cas être une bonne nouvelle pour l'Europe, empêtrée dans une crise migratoire sans précédent qui a suivi la chute de Kadhafi. L'ONU a pour sa part annoncé la réunion de son Conseil de sécurité ce mercredi pour évoquer la situation du pays. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Jeannin.
Le PS existe encore, la preuve ses élus passent encore devant les tribunaux. Le maire socialiste de Brest, François Cuyandre, et 2 de ses anciens conseillers municipaux ont été placés en garde à vue mardi dans le cadre d'une affaire de versement d'indemnités à des élus PS de la ville. Le maire est sorti libre, mais les 2 anciens conseillers visés ont été présentés à un juge d'instruction avant d'être mis en examen pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. Les élus socialistes sont accusés d'avoir participé à un système de détournement d'indemnités à partir d'une association nommée Vivre à Brest dans un pot commun avant que les sommes soient redistribuées d'une manière qu'ils qualifient de juste et solidaire. L'un des élus arrêtés, Alain Masson, touchait ainsi, en plus de son indemnité d'élu municipal et communautaire de 4 400 €, une enveloppe de 3 470 € mensuels, et ce pendant 4 années. Les 2 élus avaient démissionné de leur mandat quand l'affaire a été rendue publique. Fausse victime, mais vrai menteur. Yann Abdelhamid Mohammadi vient d'être condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Ce dernier avait prétendu être présent au moment de l'attaque du 13 novembre pour toucher des indemnités du Fonds de garantie des victimes du terrorisme. Le parquet a demandé une incarcération immédiate. Netanyahou en route pour un 5e mandat. Le Premier ministre israélien a remporté les élections législatives en s'offrant le luxe de réaliser son meilleur score depuis 16 ans. Son parti, le Likoud, obtient environ 26% des voix, soit 35 sièges sur 120, alors que son principal concurrent, le centriste Benny Gantz, arriverait juste derrière avec 25% des voix, obtenant le même nombre de députés. Un bon score qui ne permettra pas à l'opposition de former un gouvernement. Les travaillistes n'auront de leur côté que 6 sièges à la Knesset, la plus faible représentation depuis la création de ce parti de gauche. Si les résultats ne sont pas définitifs, la tendance lourde donne néanmoins le bloc de droite largement en tête. Le Premier ministre sortant ne devrait pas avoir de difficulté à former une majorité avec la droite de la droite et les partis ultra-orthodoxes. Une coalition qui devrait pousser Benyamin Netanyahou à durcir encore plus sa politique territoriale et notamment annexer les colonies israéliennes situées en territoire palestinien, comme il l'avait annoncé quelques jours avant le scrutin. Un président par intérim pour l'Algérie. Abdelkader Ben Salah a été officiellement nommé président du pays. Ce dernier a immédiatement annoncé la tenue d'élections d'ici 3 mois. Une promesse qui n'empêche pas la rue de maintenir la pression contre un homme perçu comme héritier du clan Bouteflika et qui s'était prononcé en faveur d'un 5e mandat pour le président sortant. La presse d'opposition algérienne s'inquiète de son côté d'un risque de raidissement de l'appareil étatique vis-à-vis des manifestants. L'expulsion du directeur de l'agence France Presse à Alger, dont l'accréditation et le permis de séjour n'ont pas été renouvelés, et les arrestations de journalistes ces dernières semaines pourraient d'ailleurs laisser penser que l'État algérien entend jouer la carte de la fermeté pour se maintenir en place. Les personnages de Disney version Zizi. Selon leur créateur, Stéphane Delafont, ils sont mignons, rigolos, pas sales et pop. Si mignons même que ces Zizi de héros enfantins ont été exposés près d'une école maternelle et primaire. Beaucoup de parents d'élèves, eux, n'ont pas trouvé cela rigolo du tout et ont signalé la présence de ces œuvres auprès de la police, de la mairie et de Disney. L'artiste, décidément à la hauteur de son œuvre, a répondu à cela « Je ne vois pas le mal que je fais, on n'est pas en Iran. Moi, je m'exprime comme ça et puis c'est tout. » Une momie de 2500 ans passe à la télé. Une équipe d'archéologues a ouvert en direct à la télévision sur la chaîne américaine Discovery 3 sarcophages dans un tombeau le long du Nil près de la ville de Minya, au sud du Caire. Le plus important des sarcophages était celui d'un grand prêtre du dieu Thoth, dieu de la science et de la sagesse. Si vous avez regardé cette séquence, prenez toutefois garde à la malédiction du pharaon, car on ne pille pas impunément une tombe. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, Philippe Randa, des éditions du Alpha, présente l'ouvrage de l'ethnologue Jean-Michel Hermance, Surpopulation, l'alerte mondiale. Comme me l'a dit d'ailleurs un de mes très bons amis dernièrement, en citant le Berry, le bas-Berry, qui se désertifiait. Ça, je veux bien croire que le bas-Berry se désertifie. J'ai pas besoin d'y aller pour le croire sur parole. Mais c'est pour ça que la surpopulation mondiale va se dire, tiens, il y a de la place dans le bas-Berry, j'y vais.
Mais non, pas du tout. Même les fameux migrants qu'on veut nous imposer, qu'on veut répartir à travers toute la France, on nous dit on va les mettre, on en met 50 là, 60 là, 200 là, il y a de la place. Sauf que ces migrants, ils restent pas parce qu'on ne reste pas dans ces régions-là. On va s'agglutiner toujours plus autour des grandes agglomérations. Ce soir, retrouvez également Perle de culture. L'équipe cinéma rend hommage à Agnès Varda, puis évoque les films Mon Inconnu, Dernier Amour, Première Campagne et La Section Anderson, un documentaire de 1967. Jean-Paul Roux présente ensuite son ouvrage La Favière sur la pente des Trois Évêchés. Tout de suite, retrouvez évidemment La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. Et quant à moi, c'est le moment de vous dire au revoir. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Un peu au nord du département, j'ai des amis châtelains et parisiens à la fois, c'est-à-dire qui viennent passer toutes vacances confondues, enfants, belles-sœurs, etc., 3 mois au château, et le reste du temps, ils habitent à Paris. C'est une famille nombreuse, ils ont des revenus normaux, donc c'est pas des seigneurs. En plus, leur château est tout gris et tout glacé, il ressemble davantage à une forteresse qu'à Chenonceau. Mais lui, le propriétaire, a une petite entreprise et il déteste les gilets jaunes par principe, sans trop réfléchir, parce que Macron, c'était le seul choix favorable aux entrepreneurs, etc. Il n'allait pas plus loin dans la réflexion. À quoi je me suis permis de lui répondre depuis quelques semaines, quand tu vois l'état des rues de Paris le lundi matin, et l'état du pays en général, tu finis par te demander quand même si c'est vraiment le meilleur choix pour les entrepreneurs. Mais je ne veux pas réveiller une blessure douloureuse, lui ai-je dit. L'autre jour à table, il m'en reparle et me raconte une anecdote que j'ai trouvée assez savoureuse. Il faut savoir que, comme tous les gens qui ont passé la soixantaine dans un certain milieu, mon ami Frédéric, avec ses 6 enfants et ses 2 voitures, est incapable de changer une roue ou de réparer un vasistas. Mais comme il a ce qu'on appelle le contact, comme dit sa fille, tout le monde l'adore et lui rend volontiers des services, et notamment son homme à tout faire, qu'il rétribue quand même localement, et qui s'appelle Jean-Mi pour Jean-Michel, à qui il donne une enveloppe tous les trimestres pour s'occuper de tout, et qui est un type de 40 ans qui sait démonter une pompe à eau, un embrayage, qui a construit lui-même sa maison et qui travaille sur un chantier de travaux publics à mi-temps. Mon ami Frédéric, le châtelain, a toujours insisté pour qu'il vienne occuper, lui et sa femme Irène, un appartement qui est réservé aux enfants de passage à Paris et qu'il a gardé à 2 pas de chez lui dans le 16e. Et dans son esprit, ça voulait dire, non sans un peu de condescendance, une condescendance qu'il m'a avouée volontiers comme ça, vous reverrez la Tour Eiffel, vous ferez le parcours des provinciaux à Paris, Montmartre, tout ça. Et là, me dit Frédéric à table, un jour Jean-Mi me dit « Est-ce que ça tient toujours votre offre de venir à Paris ?» Où il n'avait jamais mis les pieds depuis l'âge de 20 ans. Parce que je viendrai bien le 16 mars avec ma femme, on a 2 ou 3 collègues qui font le déplacement. Alors mon ami Frédéric, en racontant la scène à table, se donnait le mauvais rôle avec sa voix un peu snob. Il m'a dit, au début, je n'ai pas percuté. Il m'a dit, le week-end du 16, alors j'ai dit que j'étais là, Geneviève était là, on a dit oui. Et voilà-t-il pas que ma femme lui parle la veille ou le jeudi pour lui dire « Ah, on n'avait pas réfléchi, j'espère que ça vous fait pas peur. Ils ont prévu une manifestation monstre à Paris pour la fin du grand débat et nous sommes au bord du quartier des Champs-Élysées. » Et Jean-Mi me répond, me raconte-t-il, en croyant que je plaisantais, et moi j'ai cru qu'il plaisantait lui-même, comme ça on sera plus proche du quartier à Macron pour aller gueuler. Alors ils arrivent, Geneviève, donc sa femme, leur donne les clés, il y avait un autre couple qui allait s'installer à Bagnolet, et tout ce monde-là était en gilet jaune. Stupeur, et là, me raconte-t-il, ça a été quand même un peu dur de leur faire admettre que le gilet, il fallait le mettre le samedi midi, mais que dans mon immeuble et dans le quartier, c'était pas trop le genre. Et quand on en a parlé avec Geneviève, on s'est dit, mince alors, même si Jean-Mi est en gilet jaune, on n'a pas tout compris. Et c'est à moi qu'il a demandé l'explication, puisque je vivais en somme parmi les ploucs toute l'année, et il a tenu à ajouter à titre préventif, je comprends pas, il vit très bien Jean-Mi, il a 2 boulots, il fait un peu de black,
Oui, mais il y a des choses qu'il ne t'a pas dites. Ah bon, sa fille Léa a été agressée à Montpellier avec une amie, lui dis-je. L'autre a eu une fracture du crâne. Les agresseurs étaient ultra connus de la police, mais intouchables. Mais il n'a pas osé te faire le portrait des agresseurs parce que tu es un aristocrate socialiste et que tu ne veux pas entendre certaines choses, et encore moins les voir. Tu ne vois pas, lui ai-je dit encore, qu'au marché de Najac, où tu vas acheter de l'estragon et des tomates avec ton monde sous le bras, il y a un stand de la France insoumise. Tu ne vois pas que 80% des gens qui t'entourent au marché gagnent 1 000 € par mois dans le meilleur des cas, et que le seul des bourgeois, la seule réaction des bourgeois dans ce genre de cas, c'est « oui, mais ils n'ont pas de loyer ». Tu ne vois pas qu'ils sont offensés, et je continuais, à domicile par des animateurs télé qui s'adressent directement à leurs enfants pour leur dire « fais sortir tes parents, je vais te dire ce que tu vas faire, on va se marrer ». Ils regardent des journaux télévisés qui sont entrecoupés par des pubs en anglais qui essayent de leur vendre des voitures à 30 000. Alors tu comprends, lui ai-je dit encore, que Jean-Mi, même s'il va à la messe, même s'il te respecte parce que tu as des principes, ne respecte aucunement ceux qui nous gouvernent parce qu'eux, ils n'en ont aucun. Donc lui, il est fidèle aux principes dans lesquels il a été élevé, mais toi, en accordant ta confiance à un type qui invite à Las Vegas sur fonds publics pour vendre ensuite les biens de l'État à ses complices, eh bien tu n'es pas du tout dans les valeurs de ton propre père. La fin du dîner a été un peu fraîche parce qu'il a compris, ce Frédéric à demi-mot, que Jean-Mi m'avait tenu ce langage à son sujet, mais je ne regrette rien. Abonnez-vous, merci. La Cour européenne des droits de l'homme est-elle devenue une gigantesque machine à détricoter le bon sens et le droit naturel? Oui, c'est aujourd'hui la question qui peut se poser avec la question de la GPA et sa retranscription dans le droit français que désormais l'institution de Strasbourg a attaqué. Dans le droit français, pour l'instant, prévaut un principe qui est très beau quand il est dit en latin, « mater semper certa est ». La mère est toujours certaine. La mère est toujours certaine, c'est-à-dire que la mère est la femme qui accouche. La mère qui accouche est la mère de l'enfant. Seul petit problème, ce principe ancien s'oppose à la toute nouvelle retranscription strasbourgeoise. Illustrons simplement le problème pour que les choses soient très simples. Supposons aujourd'hui que je sois une femme. Je ne vois pas en quoi cela serait un problème, puisque la grande greluche de Simone de Beauvoir a expliqué que l'on ne naissait pas femme, mais qu'on choisissait de l'être ou pas. Donc aujourd'hui, je choisis d'être une femme et je m'appelle Madame Donneuse. Ma voisine s'appelle Madame Porteuse. Je me mets d'accord avec elle pour que soit implanté chez elle mon ovocyte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Madame Porteuse aime l'amour, elle est très vite enceinte d'un père inconnu. Ainsi, au bout de 9 mois, va naître un adorable bambin qui voit le jour avec un père inconnu, mais qui va être la mère? Je vais voir ma voisine, Madame Porteuse, et lui dis que le bambin m'appartient. Madame Porteuse me répond « mais pas du tout, puisqu'en droit français, mater semper certa est ». Je lui réponds que sa formule latine « je m'en tape » et que moi je veux le bambin, puisque la Cour européenne vient de dire le contraire de ce que dit le droit français. En désespoir de cause, et tant pis pour la greluche de Beauvoir, je préfère redevenir un homme comme tout le monde. Je suis né homme et je resterai un homme, ce sera plus simple pour moi. Réfléchissons maintenant quelques secondes. Un tel charcutage, objectivement, est absolument sordide. Évidemment, les pauvres juristes du code napoléonien ne pouvaient pas imaginer qu'on en viendrait un jour à traficoter la vie à ce point. En fait, la CEDH, la fameuse Cour européenne, s'est empêtrée dans ses multiples jurisprudences. Si elle fait sauter le fameux principe de droit français que je signalais tout à l'heure, à savoir que c'est la mère qui accouche qui véritablement est la mère, si c'est donc la mère dite biologique qui donne son ovocyte, eh bien,
un enfant va avoir deux mères biologiques, l'une au nom de la génétique, l'autre au nom de l'accouchement. Alors qu'autrefois, le principe était simple, la mère était celle qui accouchait. Décidément, quand on touche au processus naturel, l'on sait parfaitement où commencent les problèmes et l'on sait de façon certaine que l'abîme s'ouvre devant nous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.